familles de l'Afrique du Sud. Il a les signes d'honneur aujourd'hui de nous présenter l'évaluation d'un article scientifique et nous, sans plus tarder, nous, avec l'aide de la technique et tous ceux qui ont pu travailler, Moussa Papens et Dr Anisha Ikabeya, nous vous remercions tous pour cette opportunité. On donne la parole au Dr Eugène de nous présenter l'analyse critique l'analyse de la littérature médicale. Et docteur, vous avez pour ça 30 à 40 minutes de présentation. Vous avez la parole. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Dr Boukila, comme on l'a présenté. Je ne suis pas obstétricien, je suis un médecin de famille. Alors, la présentation de ce soir va s'intituler « Évaluation critique de la littérature médicale ». Pour cette première partie, nous allons parler essentiellement des essais randomisés. Alors, au départ, il était convenu que nous parlions des IBM en général, mais comme vous le savez, l'IBM, Evidence-Based Medicine, est une matière tellement vaste et complexe que nous ne saurions les résumer en une heure de présentation. C'est pourquoi nous sommes décidés de nous focaliser uniquement sur une partie de l'IBM, qui est l'évaluation critique de la littérature médicale. Alors, pour ce faire, notre présentation d'aujourd'hui va s'articuler autour de 5 axes principalement. Nous allons commencer par une définition. Et puis, nous allons présenter la structure d'un essai clinique randomisé. Et après, nous allons essayer de présenter le schéma de lecture critique d'une étude randomisée. Et juste après, nous allons passer à un exemple pratique d'une lecture critique. Je vais utiliser un article qui a été publié le mois dernier par une équipe de recherche sud-africaine, juste pour illustrer cette démonstration. Et puis finalement, ce sera la conclusion. Alors, je voulais juste placer un disclaimer avant de continuer. Nous sommes francophones, on le sait, mais avec le temps, nous avons perdu un peu de mots de français. Donc, souffrez que de temps en temps, nous puissions glisser quelques mots anglais lorsqu'il le faut. En tout cas, je présente déjà mes excuses. Commençons par la définition. Qu'est-ce qu'on appelle lecture critique d'un article médical? C'est justement un exercice d'analyse scientifique qui est systématique et qui est fait dans le but de mettre un jugement sur le mérite ou la véracité de la conclusion de l'article. Alors, je vais insister sur le mot. C'est scientifique d'abord, c'est systématique et c'est fait sur une publication scientifique avec un but ou un objectif. Pourquoi analyse? Analyse, c'est simplement pour faire une différence entre ce que l'on fait de manière organisée. Donc, il ne s'agit pas d'une réaction émotive ou des inférences biaisées qu'on peut porter sur des opinions personnelles ou des expériences personnelles des chercheurs. C'est vraiment une analyse. Donc, prenez analyse au sens étymologique du mot. Et puis, nous disons que c'est scientifique. Scientifique parce qu'elle se base sur des données, des résultats, en considérant bien sûr les hypothèses qui sont avancées et les tests statistiques appliqués. Et l'analyse est également systématique parce qu'on se fait souvent un modèle, une méthodologie bien définie, ce qu'on appelle parfois le checklist. Et puis, l'analyse se fait autour d'une publication scientifique. Elle ne se fait pas sur une opinion, elle ne se fait pas sur une recherche qui n'est pas encore publiée, qui n'a pas encore passé le peer review status. Donc, l'article doit être publié et ce n'est qu'après qu'on peut faire une analyse critique. Et cela s'est fait avec un but, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour décider du crédit qui peut être accordé aux résultats et de considérer si tous les résultats obtenus peuvent être appliqués dans le contexte clinique du praticien.
Alors, il y a généralement quelques mythes qu'on s'est fait autour des essais cliniques qui sont publiés. Le premier, c'est nous pensons parfois que tout ce qui est publié est correct. Le deuxième mythe, nous pensons parfois que tout ce qui est publié, spécialement dans les journaux réputés, je parle de BMJ, je parle de Lancet, je parle de NIJM et les autres. Nous pensons que ce qui a été publié là-bas est correct, ce qui n'est pas toujours le cas. J'espère que vous vous souvenez de la tollée qu'a causé cet article qui a été publié l'année dernière sur la chloroquine. L'article a été publié par un journal très réputé, le Lancet. Moi, après quelques jours, l'opinion médicale a constaté qu'il y avait beaucoup d'erreurs systématiques dans l'article et l'article a été finalement étapé. Donc, il faut toujours faire attention. Même quand un article est publié dans un grand journal, vous devez toujours le considérer avec beaucoup de précautions. L'autre mythe, c'est nous pensons souvent que la partie statistique d'une publication ne doit pas être explorée. Je sais que nous n'avons que de connaissances limitées en statistique, mais selon les principes de base de la critique, de l'analyse critique de la littérature médicale, même la partie statistique doit être analysée en profondeur parce que généralement, les chercheurs en profitent parce qu'ils connaissent que comme cliniciens, nous n'avons pas suffisamment de connaissances statistiques. Ils en profitent pour glisser quelques petites erreurs systématiques. Donc, il faut toujours faire attention. Le dernier, c'est que nous pensons souvent qu'une importance statistique d'un effet qui a été trouvé ou reporté dans un essai clinique équivaut nécessairement à une importance clinique. Ça, c'est un point que je vais exploiter au cours de cette présentation. Alors, nous allons essayer brièvement de parler de l'histoire de RCT. Quand je dis RCT, je m'excuse encore, je parle de Randomized Controlled Trial, donc des essais cliniques randomisés. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, le premier RCT qui a été publié se trouve dans la Bible. Nous sommes aux environs nous sommes à 600 années avant la naissance de Jésus-Christ. Vous vous souvenez certainement de cet épisode où Daniel, sur proposition du roi de Babylone, avait décidé d'essayer un régime fait de légumes et d'eau, donc un régime purement végétarien. Et puis cela a été comparé avec un autre régime qui avait été proposé par le roi. Et pour la suite, je vous renvoie aux biblistes et aux autres pasteurs. Donc, si vous lisez votre Bible dans le livre de Daniel, du premier chapitre, du premier verset au 21e verset, vous allez voir, il y a un petit essai clinique. Évidemment, s'il faut que nous les considérions avec la rigueur scientifique d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs systématiques, il y a beaucoup de bias et d'erreurs systématiques, mais au moins, il s'agissait, c'est une espèce d'essai clinique, il faut le reconnaître. Alors, en médecine moderne, le premier essai clinique randomisé qui a été publié remonte en 1948. C'est l'œuvre d'un célèbre statisticien anglais qui a publié un essai sur l'effet de la streptomycine dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. Alors, l'article a été publié par le British Medical Journal et il est encore disponible online aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller lire. Et aujourd'hui, plus de 70 ans après, on recense plus de 39 000 RCT publiés dans les journaux célèbres. Et malheureusement ou heureusement, plus du quart des articles publiés ne le sont que dans 4 journaux, comme vous le voyez là. Il y a le BMJ, il y a le New England Journal of Medicine, et puis il y a le
le Lancet et le Journal of Clinical Oncology. Alors, 70 ans après, le randomized control trial occupe une place d'honneur dans la recherche. On le considère aujourd'hui comme le gold standard en termes de recherche et il siège confortablement, comme vous voyez, au sommet de la pyramide des évidences, juste en dessous des méta-analyses. Donc, s'il faut considérer toutes les études primaires, le randomized control trial apparaît comme l'étude de choix. Alors, pour être là, pour mériter cette place-là, malheureusement ou heureusement, le ACT doit être fait correctement en respectant certaines normes, en suivant une certaine méthodologie. Et malheureusement, jusqu'en 1996, il n'y avait pas encore de règles bien établies, surtout en termes de publication de l'ACT. Donc, les gens publiaient dans les formats qu'ils voulaient et ce qui rendait aussi le critical appraisal, donc l'analyse critique de ces ACT très difficile. Alors, c'est ainsi qu'en 1998, il y a une équipe de chercheurs qui s'est réunie, c'était au Canada, et puis ils ont trouvé un consensus autour du format de publication des ACT. C'est ce qu'ils ont appelé le Consort Guidelines. Et juste après, en 2000 et en 2010, ces guidelines ont été revus. Actuellement, nous sommes en train d'utiliser les guidelines de 2010. Alors, comment se présente le Consort Reporting Guideline? Comme vous voyez, ça c'est en anglais, je vais chercher un slide en français. OK. Vous voyez, il y a donc ce schéma que vous voyez où le chercheur qui veut publier un ACT doit mentionner toutes ces étapes-là. Donc, il commence d'abord par mentionner le nombre de participants qui sont... Alors? Alors? Il commence d'abord par mentionner le nombre de malades qui ont été éligibles pour le trial. Et puis, à chaque étape, par exemple, de la randomisation jusqu'à l'analyse, en passant par la location, le suivi, il doit toujours mentionner pour chaque arm, donc pour chaque groupe de l'intervention, tous les malades qui ont été exclus ou qui se sont exclus de l'étude. Et juste à côté de ça, il doit mentionner pour chaque exclusion les raisons et aussi, à la fin de compte, ils doivent mentionner le fait que toutes ces exclusions-là ont causé à l'essai clinique. Donc, ça, c'est un schéma que vous allez retrouver dans tous les ACT qui sont publiés actuellement. Donc, on appelle le Consort Guideline. OK, le premier, c'est un schéma. Ça, ce sont maintenant les checklists. Je crois qu'il y a 24 items. Mais je vais passer très rapidement parce que ça, c'est généralement utilisé par les reviewers, c'est-à-dire les éditeurs de journaux, quand ils reçoivent le ACT et ils utilisent cette grille d'évaluation. Donc, ils vont voir si chaque étape a été respectée avant qu'ils puissent accepter un article sur le ACT. Je vais passer rapidement. J'ai plus de 60 slides, donc je vais essayer de passer un peu rapidement, mais si vous avez des questions, nous y reviendrons donc. Alors, après avoir parlé des Consort Guidelines, je voudrais maintenant présenter comment est-ce que le ACT est publié dans un journal. Ce qui est très important parce que quand nous lisons un article, nous n'allons pas voir le checklist des consorts. Nous allons voir un article qui a déjà été imprimé et qui suit un certain format. Donc, le format se présente généralement de la manière suivante. Il y a un titre, et puis il y a les auteurs et leur affiliation. Il y a un résumé ou les abstracts. Il y a l'introduction, la méthodologie, et il y a les résultats, il y a la discussion et puis la conclusion. Parfois, la discussion et la conclusion sont combinées.
Et puis, il y a les références. Et en fait de compte, il y a le remerciement. L'auteur parfois mentionne aussi sa source de financement, les sponsorships et consorts. Alors, commençons d'abord par les titres. Le titre, comme vous le dites, en principe, il devrait mentionner qu'il s'agit bien d'un essai randomisé. Le titre doit être clair et spécifique et doit être la réflexion du contenu du ACT. Il doit en principe contenir suffisamment d'informations pour que le lecteur, dès qu'il aborde la publication, puisse déjà se décider s'il faut qu'il continue à la lire. Donc, il faut que le titre ait suffisamment de détails pour que le lecteur puisse se décider si l'article présente un certain intérêt. Et un point qui est important qu'il faut mentionner, c'est que l'article ne devait pas insinuer ou contenir la conclusion de l'essai clinique, ce qu'on appelle le titre biaisé. Et je vais vous en donner un exemple ici. Vous voyez ici, vous avez 2 ACT qui sont publiés. Je ne vais pas les traduire en français, mais je crois que c'est suffisamment clair. Et ce sont tous des ACT. Le premier, je crois, compare l'oxygène humidifié high flow en urgence versus l'oxygène standard. Et le deuxième ACT parle d'un régime alimentaire qui pourrait améliorer la fonction cognitive des patients. Mais vous voyez, avec le deuxième article déjà, le titre est biaisé en ce sens qu'il insinue ce qui est mentionné dans la conclusion. Donc, c'est showed improvement in cognitive function. Normalement, cela ne devait pas figurer. Il faut laisser la liberté au lecteur de lire tous les textes et finalement de se fixer si la conclusion vaut vraiment se présenter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle titre biaisé. Évidemment, je n'ai pas eu le temps d'ouvrir les 2 articles. Quand je dis que le titre biaisé, cela ne veut forcément pas dire que l'article a été mal écrit ou contient des erreurs systématiques, mais le titre n'est pas formulé correctement. Et on pourrait donner d'autres exemples, mais faute de temps, nous allons rapidement passer. Après les titres, ce sont les auteurs. Les auteurs ils doivent s'identifier par leur nom, leur qualification, leur diplôme. Ils doivent mentionner leurs accréditations. Ils doivent aussi mentionner en principe les statisticiens qui ont fait les analyses, parce que parfois, les statisticiens ne font pas partie de l'équipe de recherche. Donc, on peut seulement contracter des statisticiens indépendants et cela peut avoir un impact dans la reliability des résultats. On va peut-être en parler, on fait des présentations et on donne un exemple. Et s'il y a une relation entre les auteurs et les sponsors, cela doit être aussi clairement mentionné dans l'article. Après les auteurs, on va parler du résumé, le abstract, je vais passer rapidement. Généralement, il contient 250 noms selon le journal. Il doit contenir les objectifs, la méthodologie, les résultats et la conclusion. Un fait important à mentionner ici, c'est que les résumés devaient être une traduction exacte de ce que contient l'article. Parfois, certains chercheurs vous présentent un abstract qui est totalement différent du contenu. Ils vous donnent des résultats dans l'abstract et si vous n'êtes pas prudent, vous allez prendre ces conclusions et les appliquer, alors que le fond de l'article ne dit pas exactement la même chose. Donc, on ne devait pas se contenter à lire l'abstract, il faut lire l'article dans son entièreté. Et pour l'introduction, bon, je dois passer un peu rapidement ici. La méthodologie. OK. La méthodologie d'un ACT, je crois qu'il faut faire une pause ici. Le design doit être spécifié. S'ils ont utilisé, vous savez qu'il y a plusieurs sortes de ACT, on va peut-être en parler dans la discussion. S'ils ont utilisé un design parallèle,
au factoriel, où ils ont fait le crossover, on doit déjà le voir dans la méthodologie de manière claire. Les critères d'éligibilité, les critères d'exclusion doivent être aussi mentionnés. L'intervention qui a été appliquée doit être mentionnée dans tous les détails possibles. Donc, pour un médicament, par exemple, il faut mentionner la forme, la dose, la durée, la voie d'administration. Et si on utilise un placebo ou un contrôle actif, cette même description doit apparaître dans le corps de l'article. Le outcome, je n'ai pas pu traduire outcome en français. Je ne sais pas s'il faut dire résultat ou il faut dire objectif. Alors, je vais garder outcome. Le outcome, qu'il soit primaire ou secondaire, doit aussi être expliqué en détail, spécialement comment est-ce qu'ils ont été mesurés. Et ils doivent être fixés au départ de la recherche et ils ne devaient pas changer. Parfois, certains chercheurs, ce qu'ils font, ils vont commencer avec des objectifs dans les outcomes, avec certains objectifs, et puis au courant de la recherche, ils remarquent qu'il n'y a pas d'effet à remarquer. Donc, ce qu'ils font, ils vont changer d'objectif, et quand vous regardez, vous comparez ce qui a été prévu dans le protocole de recherche, ce qui a été publié, il n'y a pas de matching. Donc, il faut toujours make sure que ce qui a été déterminé dès le départ se retrouve aussi à la fin de la recherche. Et puis, évidemment, il y a la taille de l'échantillon, comment est-ce qu'elle a été calculée, comment est-ce que les patients ont été sélectionnés, comment est-ce que la randomisation a été faite, comment est-ce que l'allocation a été faite. Dans ces cas, on utilise ce qu'on appelle le concert allocation. On va peut-être en parler dans les discussions. Donc, la randomisation, et j'insiste sur ça, c'est en fait la signature spéciale de ACT. C'est ça qui donne de la valeur au ACT. Donc, si la randomisation n'est pas faite correctement, donc toute la suite du papier publié n'a pas de sens. Et si le lecteur doit être prudent, il doit comprendre qui a généré les séquences d'allocation randomisées, quel type de randomisation a été utilisé. S'ils ont utilisé des programmes informatiques pour randomiser, il doit savoir qui a fait la programmation, etc. Donc, c'est une partie critique dans le ACT. Et puis, il y a l'aveuglement, le blinding. On doit voir clairement qui a été aveuglé et comment cela a été programmé. Vous savez tous qu'il y a beaucoup de niveaux de blinding. Parfois, dans le ACT, il n'y a pas de blinding, ce qu'on appelle le Open Label ACT. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on veut, par exemple, comparer une méthode chirurgicale à un traitement médical, il n'y a pas moyen qu'on fasse le blinding. Donc, c'est un Open Label ACT. Alors, si c'était un single, donc l'aveuglement, je ne sais pas si la traduction littérale en français correspond exactement au sens en anglais, je l'espère bien. Si l'aveuglement a été fait seulement pour l'investigateur ou les participants, donc c'est un single. La forme la plus courante, c'est le double, où l'investigateur et les participants sont aveuglés. Et puis, il y a le triple et le reste. Alors, les méthodes statistiques aussi doivent être clairement expliquées, comment les deux groupes ont été comparés. Et s'il y a des analyses additionnelles qui ont été opérées, des analyses de sous-groupes, par exemple, cela doit aussi être clairement spécifié. Alors, les résultats, je crois qu'on en a déjà parlé. Le Consult Guidelines Flow doit apparaître clairement. Le détail sur la période de recrutement et si l'essai a été interrompu pour quelque chose que ce soit, tout cela doit apparaître clairement dans l'article. Le outcome, OK.
pour chaque objectif ou outcome, on doit préciser les résultats, donner les précisions statistiques. Souvent, ça se fait en termes d'intervalle de confiance des p-values. Et tous les autres effets qui ont été notés lorsqu'on comparait les deux groupes doivent aussi être mentionnés. Après les résultats, c'est la discussion. Je ne vais pas commenter ici. Et puis, la conclusion. J'ai plus de 60 slides, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'essaie d'aller le plus vite possible. OK. Je crois que je vais faire une petite... Excusez-moi, docteur, la présentation a été partagée en PDF dans les chats. Donc, vous pouvez aller, la présentation a été présentée. Les gens qui sont intéressés par la présentation peuvent suivre les PDF dans les chats, s'il vous plaît. À vous la parole. Voilà. Seulement un mot sur la conclusion. La conclusion, un peu comme le abstract, la conclusion doit être le reflet exact de ce qui a été discuté dans l'article. Parce qu'on le voit souvent, vous devez lire la conclusion. Ils savent que le lecteur ne se contente qu'à lire la conclusion, il est abstract. Alors, ce qu'ils vont faire, vous allez voir que dans le abstract et la conclusion, ils mettent des contenus qui ne se retrouvent pas dans le corps de l'article, de la partie résultat. Donc, please, ne vous référez pas seulement à la conclusion d'un article publié, il faut lire tous les contenus. Et puis, il y a la bibliographie, on va passer rapidement. Il faut évaluer les références, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de vieilles références. La règle courante, c'est de déconsidérer tous les articles qui ont plus de 5 ans, ou à la limite 10 ans. Donc, il faut aussi s'assurer que les auteurs ne se publient pas au point de référence qui n'ont rien à voir avec les contenus de l'article. Alors, vous voyez avec moi que suivre toute cette démarche-là, commencer par l'introduction, le abstract, les résultats, la discussion, la conclusion peut être très long parce qu'il y a des articles qui prennent 20 pages. C'est pour ça que certains chercheurs ont développé des moyens plus faciles, plus, comment dirais-je, user-friendly, ce qu'on appelle les outils ou les grilles d'évaluation des ACT. Et il y en a beaucoup. Je vais en mentionner quelques-uns ici. Il y a le CAS ACT, il y a le JADAT Score, il y a le GetGate, il y a le SIGN, il y a le CBM, il y a le JBI, il y a le SHOW ACT, il y a le ASIOB 2.0. Bref, il y en a beaucoup, il y en a plus d'une centaine. Heureusement, comme l'a remarqué une publication je crois, de la décennie précédente, en 2004, il n'y a pas de gold standard en termes d'outils d'analyse critique. Donc, il n'y a pas d'évidence que utiliser cet outil ici et non celle-là serait plus bénéfique de quelque manière que ce soit. Donc, vous avez le choix de décider vous-même quel outil vous allez utiliser. Vous avez vu, je n'ai mentionné que des outils du monde anglo-saxon pour la simple raison que je suis plus familier avec la littérature anglo-saxonne. Je crois qu'en France, au Québec, en Belgique, pour chaque université ou chaque province, il y a des outils similaires. Donc, vous allez choisir vous-même quel outil vous préférez et puis vous allez l'utiliser pour faire votre critical appraisal. Alors, moi, je préfère celui-ci, le CASP checklist. CASP stand for Critical Appraisal Skill Program. C'est un outil en anglais. Je l'aime parce qu'il est très simple. Et aussi, il n'utilise pas le système de scoring. Donc, il n'y a pas à marquer ici un point ou à faire de
de check. Tout ce qu'on fait, c'est on répond à 4 questions principales et puis en fin de compte, on fait un summary et puis on décide de la valeur à donner à site. Donc, je vais utiliser ce modèle ici pour faire le critical appraisal de l'article que nous allons présenter ce soir. Je vais passer rapidement parce que vous allez retrouver tous ces points ici dans le critical appraisal que nous allons faire. Alors, nous allons maintenant parler de ce critical appraisal que nous allons faire. L'article que nous avons décidé d'exploiter ce soir, c'est celui-ci, Efficacy of the ChAdOx1 and COVID-19 vaccine against the B1351 variant. Cet article a été publié le mois dernier par une équipe de chercheurs sud-africains et je vous mets un lien ici pour ceux qui veulent, peuvent déjà le consulter online. En principe, quand on fait ce critical appraisal, c'est fait comme un journal club. Donc, il y a un groupe de personnes qui se réunissent autour d'un article donné et puis il y a des opinions qui viennent de part et d'autre. Mais comme ce n'était pas techniquement faisable, j'ai décidé de faire un appraisal et puis avec les questions, avec vos interventions. Docteur Jean, vous avez encore 10 minutes. 10 minutes, OK. Donc, je vais aller très vite. OK. Le cas présente 4 groupes de questions. Dans la section A, on veut seulement savoir si le study design correspond à est valide pour un RCT. Donc, si la question de recherche que vous posez peut être résolue, peut être résolue par un essai clinique randomisé. Et pour cela, on vous pose une question ici. Did the study address a clearly focused question? Alors, j'ai répondu yes pour cette étude parce que comme vous allez le voir, les patients sont connus avec tous les critères d'inclusion. L'intervention est connue, que ce soit dans le groupe d'intervention où on a donné le vaccin ou dans le groupe de contrôle où on a donné seulement de non-massalai. Donc, c'est ce qu'on appelle le PICO question, c'est bien défini. Il y a un P, il y a un A, il y a un C, il y a un O. Donc, c'est une bonne question de recherche. Alors, on passe à la deuxième question. Ici, on nous demande si la location de malades a été faite de manière random, donc a été randomisée. J'ai aussi répondu oui, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez l'article, mais je vais vous poster la section où les réponses se retrouvent. Vous allez voir que la randomisation était presque parfaite. L'aveuglement dans le blinding a été faite. La location a été aussi faite de manière appropriée, sauf que dans le corps de l'article, on n'en parle pas de manière suffisamment détaillée. Vous savez que pour ce genre d'études, où le protocole peut avoir 270 pages, on ne peut pas tout mentionner dans le corps de l'article, mais on vous renvoie au protocole. Donc, il y a un attachement là, vous pouvez voir, où tous les détails de la randomisation, de la location, du blinding sont publiés. Alors, ici, on nous demande si tous les malades, les participants ont été retrouvés à la fin du trial. J'ai répondu oui, mais il y a un problème. Voilà la deuxième question. Ici, il dit si
je vais la lire en anglais, where participants analyzed the study group to which they were randomized, like intention to treat, analyze. Alors, si vous lisez l'article, vous pouvez voir que l'intention to treat, analyze n'était pas faite pour l'objectif primaire. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle le protocol analysis. Donc, on va peut-être en parler dans la discussion. Donc, ceci peut être un problème déjà parce qu'il y a on state ce qu'on appelle le attrition bias. Si tous les malades qui ont participé ne sont pas repris dans l'analyse, tous les dropouts et d'autres malades qui ont été exclus ne sont pas repris dans la liste, ça peut créer des problèmes d'attrition bias. On va en parler dans les discussions. Donc, j'ai répondu yes, mais il y a un problème avec la deuxième question. Je vais rapidement, je crois que c'est 10 minutes. À la quatrième question, on parle de blinding, c'est oui, donc c'était fait correctement. Cinquième question, on vous demande si les groupes étaient similaires au départ du trial. Alors, comment le savoir? Dans chaque RCT, vous allez remarquer, il y a toujours ce tableau-ci qui présente tous les baseline caractéristiques du trial, c'est-à-dire quand les malades sont venus et quand ils ont été assignés dans les deux groupes, quand ils ont été comparés, comment ils se présentent. Si vous voyez ici, on a utilisé 16 variables, comme vous le voyez. Alors, vous allez comparer dans la deuxième colonne avec la troisième, vous allez comparer la quatrième colonne avec la cinquième, comparer ces valeurs, vous allez voir, elles sont presque équivalentes. Elles ne sont pas obligées d'être égales, mais elles doivent être équivalentes. Donc, on dirait que les malades à l'entrée dans les deux groupes avaient des caractéristiques similaires. Donc, c'est d'ailleurs le principe de base de la randomisation, s'assurer que tous les malades qui sont dans le groupe, deux groupes ont des caractéristiques similaires. Alors, on y va rapidement. Je vais passer. Question number 7, were the effects of intervention reported comprehensively? J'ai dit oui. Question numéro 8. Was the precision of the estimates of the intervention of treatment effect reported? Were confidence interval reported? C'est aussi oui. C'est easy. Alors, pour la question 9, dit ces chercheurs ont divisé le résultat en 4 groupes, comme vous voyez ici, le endpoint, c'est en 4 groupes. Alors, comment est-ce qu'ils sont arrivés à connaître l'efficacité du vaccin? Donc, ce qu'ils ont pris, ils prennent l'incidence risque dans le groupe de vaccinés. Vous le divisez par l'incidence risque dans le groupe de placebo. Donc, vous allez obtenir exactement le 21.9%. C'est ce qui a été publié à la télé. C'est ce qui a fait qu'on arrête la vaccination en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est un peu simple. Alors, non, ça, c'est les risques. Le AAA qui est l'efficacité, on va faire le 1 moins le rapport entre les deux incidences dans le groupe de vaccinés et le groupe de placebo. Mais ce qui est important à signaler, c'est ça le NNT, le Number Needed to Treat. Alors, vous avez remarqué que dans plusieurs ACT, les chercheurs ne reportent pas sur cet important élément statistique, le NNT. Généralement, ils s'arrêtent ici. Ils vous disent que mon médicament a 80% d'efficacité.
Donc, il considère seulement le ratio entre le groupe qui a reçu l'intervention et le groupe de placebo. Mais ceci peut être dangereux et misleading parfois, et je vous dis pourquoi. Regardez ici. J'ai essayé de calculer le NNT pour les 3 groupes. Okay, je vais aller là. Pour le premier groupe là, qui donne une efficacité de 21,9%, le NNT est à 142. NNT veut seulement dire le nombre de malades qui doivent être traités pour avoir good outcome. Je ne sais pas comment le dire en français. Donc, si vous avez un médicament, alors? Désirable. Un effet désirable. Voilà. Un effet désirable, le NNT. Alors, si vous comparez vos NNT pour le premier groupe là, avec sorry, je vais finir rapidement. Je crois que c'est important ici. Le premier groupe, le NNT, est à 142 quelque chose. Alors, pour la population générale, c'est ce qui a été publié, le NNT est l'efficacité est estimée à 75%. C'est ce qu'a dit la presse. Mais quand vous remarquez le NNT ici, pour la population générale, j'ai essayé de calculer, c'est à 111. Donc, il faut donner le vaccin à 111 personnes pour qu'il y ait une protection contre les formes simples ou modérées avec variant non-B1315, après plus de 14 jours après la première dose. Alors, c'est que je voulais insister sur le fait que parfois nous sommes misled à cause de l'incidence. Si l'incidence est trop faible, comme ici, l'efficacité peut apparaître comme... On peut avoir une fausse augmentation de l'efficacité. Donc, la seule manière pour le clinicien de le voir, c'est d'essayer de calculer lui-même le NNT ou bien le absolute risk reduction. Parce que généralement, dans les journaux, quand les recherches sont publiées, ils mentionnent rarement le NNT, les absolute risk reduction. Donc, c'est un point sur lequel je voudrais vraiment attirer votre attention. Et je vais finir par un exemple, juste pour illustrer ces problèmes auxquels il faut faire attention. Pendant que vous avez une étude, vous voulez voir comment un médicament réduit les cas d'embolie post-op. Alors, dans le groupe de traitement, vous mettez 1000 patients. Dans le groupe de placebo, vous avez 1000 patients aussi. Un mois après le traitement, vous vous rendez compte qu'il y a 5 cas d'embolie dans le groupe de traitement et 20 cas dans le groupe de contrôle. Quand vous faites vos calculs, le AAA qui est le Relative Risk Reduction, donc l'efficacité, on va dire que l'efficacité est à 75%. Ça, c'est ce que le pharmacien va publier. Il va dire mon médicament à 75% d'efficacité. Mais quand vous calculez le Absolute Risk Reduction, c'est seulement à 15%. Et quand vous calculez le NNT, c'est à 66%. Il faut traiter 66 malades pour avoir seulement, un seul good outcome, comme on le dit en anglais. Donc, le clinicien va utiliser ce 66 ici pour décider si dans son setting, ce médicament dont l'efficacité a été proclamée à 75% vaut vraiment son pesant d'or. C'est un calcul très simple qui devait être fait par n'importe quel clinicien. Je sais que nous avons des notions élémentaires des statistiques, mais les calculs de NNT généralement ne posent pas trop de problèmes. On y reviendra peut-être avec des questions, parce que je crois que c'est important. C'est l'une des raisons pour laquelle j'avais décidé de parler de ce sujet aujourd'hui. Je vais aller rapidement. Et puis, les autres questions, c'est yes, yes, yes. L'étude a été presque parfaite, à part ces 2 problèmes que j'ai notés. Il y a d'abord que les critères d'inclusion étaient très restrictifs. Ils ont seulement
puis le malade HIV négatif qui n'avait pas de maladie chronique, qui avait des maladies chroniques bien contrôlées. Et puis, je crois qu'il y a une liste de 15 ou 20 critères d'inclusion. Alors, si les critères d'inclusion sont très restrictifs, comme dans cette publication, on réduit la validité externe. Donc, l'applicabilité des résultats de cette recherche dans d'autres contextes peut s'avérer très difficile. L'autre problème que j'ai relevé aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait le intention to treat analysis, spécialement pour le premier objectif. Ils ont fait ce qu'on appelle le per protocol analysis. Alors, si des malades exclus qui sont aidés à exclure ou qui se sont exclus du trial ne sont pas inclus dans l'analyse des résultats, on peut avoir ce qu'on appelle le attrition bias qui peut réduire la validité des findings de la publication. OK, je crois que je vais m'arrêter là. En résumé, j'ai dit que le consort Galen était bien respecté. Il y a un bon design. La randomisation, le blinding ont été bien faits. Il y a une bonne analyse statistique et puis les résultats ont été bien présentés. S'il faut donc que je décide si oui ou non cet article doit être adopté par un clinicien, ma réponse serait